Chers amis, j'espère que ce jour vous trouve en bonne santé et en pleine forme surtout, c'est le plus important. Et j'espère également que vous avez le sourire aux lèvres aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, la journée sera magnifique, elle sera splendide, quels que soient vos soucis du moment. Remettez-vous-en simplement à Dieu, car qui mieux que lui peut prendre le contrôle de toutes ces choses. Nous allons ce matin faire un exercice un petit peu inhabituel. Bon, pas si inhabituel que ça. Après, il s'agit simplement d'écouter une chanson, mais une chanson qui, plutôt que d'être chantée, est quelque peu parlée. Vous allez comprendre tout ça d'ici quelques minutes. Mais en attendant, bonjour à vous et bienvenue sur Matin d'Éden. Bienvenue à ce rendez-vous du bulletin de l'information. Nous démarrons par la présentation au chef de l'État dans la matinée de ce jeudi des lettres de créance par 4 nouveaux ambassadeurs près le Bénin. Il s'agit des représentants diplomatiques de l'Indonésie, de la République du Congo, du Canada et de la République tchèque près le Bénin. Ayat Foué, Aristide Setti, Damien Pedro pour plus de détails. Dès le 7 mars 1962, Marek Skolil est titulaire d'une maîtrise de psychologie de l'Université Paris X Nanterre en 1985 et d'un DSS métier de formateur intervenant de l'Université de Paris 9 Dauphine en 1987. Après ses débuts à la revue Témoignage Paris de 1986 à 1991, il enseigna une année à l'École supérieure de gestion à Paris. Entré au ministère tchèque des Affaires étrangères en tant que conseiller, il y gravit les échelons et occupa diverses fonctions telles que directeur du département presse, ministre conseiller à l'ambassade de la République tchèque en France, ambassadeur au Vietnam, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en Algérie. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République tchèque près le Nigeria, avec juridiction sur le Bénin, M. Skolil était conseiller spécial au département de Proche-Orient au ministère tchèque des Affaires étrangères. Outre le tchèque, sa langue maternelle, il parle le français, l'anglais et le portugais. Marek Skolil est marié et père de 2 enfants. Ambassadeur désigné de la République d'Indonésie près le Bénin avec résidence à Abuja, Dr Ustra Andra Arahap est né le 11 août 1959 et titulaire d'un doctorat en sciences politiques, d'un master en sciences et d'une licence en sciences politiques obtenue à l'université Malang en Indonésie. Il eut un parcours professionnel riche au sein de l'armée nationale d'Indonésie. Il a par ailleurs occupé les postes de commandant adjoint de l'escadron de la base aérienne d'Alim Danakusuma, commandant d'escadron de la base aérienne d'Abd Saleh, chef section sécurité et défense, puis directeur du personnel du centre de formation et d'éducation des forces aériennes. En 2015, il fut affecté au sein des forces aériennes indonésiennes en qualité de conseiller du chef d'état-major plus haut fonctionnaire des forces armées nationales indonésiennes jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur de la République d'Indonésie près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Âgé de 58 ans, M. Jacques Obenza est titulaire d'un diplôme de fin d'études administratives de l'École nationale moyenne d'administration et d'un diplôme d'études diplomatiques de l'Institut diplomatique Rio Branco du Brésil. Il intégra en 1982 le ministère congolais des Affaires étrangères et il occupa divers postes. À l'étranger, M. Obenza fut premier secrétaire à l'ambassade du Congo au Nigeria et ministre conseiller à l'ambassade congolaise au Brésil 2013-2014. De 2014 à 2017,
Monsieur Obenza était secrétaire général adjoint, chef du département Afrique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger jusqu'à sa nomination en 2018 en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Congo près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Titulaire d'un doctorat en relations internationales obtenu à l'université d'Oxford en 2002, Madame Carole McQueen est ambassadeur désigné du Canada près le Bénin, avec résidence à Ouagadougou. Elle est née le 22 septembre 1972. Avant d'intégrer le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 2005, elle a occupé le poste d'agente des affaires politiques. Au ministère, elle gravit les échelons et occupa diverses fonctions telles que directrice adjointe à la direction de la démocratie et de la gouvernance, analyste politique principale sur la protection des civils dans les conflits armés et analyste politique au sein du groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction où elle a travaillé sur des pays de l'Afrique subsaharienne. Avant son affectation, Madame Carole McQueen était directrice des relations avec les États du Golfe à la Direction générale du Moyen-Orient, après avoir servi à l'étranger en tant que conseillère politique en Tanzanie de 2010 à 2013. En 2015, Madame Carole Viviane McQueen fut nommée ambassadrice en Tunisie, poste qu'elle occupa jusqu'à sa nomination en 2019 en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Canada à Ouagadougou avec juridiction sur le Bénin. À la remise de ces lettres, à la suite de la remise de ces lettres de créance, je vous invite à présent à suivre les 4 nouveaux ambassadeurs. Le chef de l'État a indiqué un certain nombre de pistes. Nous avons échangé là-dessus dans les domaines qui nous semblent les plus porteurs, le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire avec un niveau d'excellente qualité de l'industrie mécanique dans l'agriculture tchèque. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons explorer. Mais nous avons bien entendu aussi parlé de nos relations, et tout d'abord de nos relations politiques, du domaine sécuritaire et de la coopération que nous pourrions développer dans ce secteur, parce que les défis auxquels est confronté le Bénin et toute la région ici sont les défis qui nous concernent. Le monde ne marche plus comme ça pouvait être par le passé. Nous sommes des voisins, nous sommes liés, et donc nous avons tout l'intérêt à travailler aussi dans ce domaine ensemble avec des contributions tchèques possibles. Nous avons évoqué également un domaine qui semble d'importance pour un pays aussi jeune en termes de composition démographique comme le Bénin, à savoir la jeunesse et la formation professionnelle secondaire. Là aussi, c'est un domaine où nous allons regarder ce qu'éventuellement nous pourrons apporter, nous pourrons échanger dans l'intérêt des deux pays. Vous savez, la relation entre l'Indonésie et le Bénin est une très bonne relation de coopération. Les différents axes de coopération entre le Bénin et l'Indonésie touchent le secteur du commerce, touchent le secteur de l'agriculture, de l'éducation, domaine de l'éducation mutuelle également, et le secteur de la culture. Et en dehors de cela, l'Indonésie dispose de ressources ou de produits qui pourraient être favorables effectivement au Bénin. Et donc le Bénin également dispose donc de richesses naturelles qui pourraient aussi intéresser l'Indonésie. Donc en réalité, il s'agira d'un partenariat ou d'une coopération gagnante-gagnante pour les deux pays. La coopération entre le Bénin et le Congo couvre plusieurs domaines, puisque nous avons des accords qui existent. Nous avons déjà tenu 2 sessions de notre commission mixte de coopération entre les deux pays. Et tout à l'heure, nous avons parlé avec le président de la République la possibilité de tenir très prochainement la 3e session. Cette coopération couvre déjà plusieurs domaines et actuellement, la partie la plus visible de cette coopération est dans le domaine de la formation. Il y a aussi la coopération militaire qui est très agissante,
Et nous avons des deux côtés des étudiants stagiaires militaires au Congo, béninois au Congo et congolais au Bénin. Et un autre domaine très important, celui des échanges entre les Congolais et les Béninois. Vous allez constater qu'il y a une très très grande colonie congolaise au Bénin et une grande colonie béninoise au Congo, qui vivent dans les deux pays depuis des années, depuis des temps. C'est la preuve suffisante des bonnes relations qui existent entre nos deux pays. Nous avons discuté de comment les relations entre le Canada et le Bénin sont extrêmement chaleureuses. Nous sommes des pays amis qui partagent des valeurs en commun. Il nous a parlé de sa priorité de faire accroître l'économie du Bénin, qu'il est intéressé par l'investissement privé. Donc nous avons discuté un peu de comment nous, de notre côté, on pourrait encourager une présence plus forte du Canada ici, peut-être au niveau de l'énergie ou au niveau des TIC. En fait, j'ai félicité votre président par rapport à cette décision qui va créer, grosso modo, un quota pour les femmes dans votre Parlement. C'est extrêmement important que les femmes soient élues, que les femmes soient dans les corridors de pouvoir pour pouvoir influencer les décisions et la politique publique liée aux femmes et aux jeunes filles. Le Bénin va connaître dans les jours à venir une nouvelle politique de gouvernance à la base. Le rapport de la phase 2 du processus de la politique nationale de décentralisation et de la déconcentration a été transmis au ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale ce jeudi 5 décembre 2019 à Cotonou. Le film de la cérémonie avec Aristide Setti et Fiacre Voitan. Au nom de tous les acteurs ici présents et au nom de tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport, je vous transmets le présent rapport. Merci. Devant préfets, maires, élus locaux et partenaires techniques et financiers, Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a reçu le rapport des conclusions des travaux de la phase 2 du processus de relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration tenu les 3 et 4 décembre 2019 à Grand Popo. Au cours de la cérémonie de remise du rapport ce jeudi 5 décembre 2019, le secrétaire permanent du comité interministériel de pilotage de la PONADEC a mis un accent sur l'importance de la relecture des tests. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration, PONADEC, a besoin, en raison de son caractère intersectoriel, d'être actualisée afin d'intégrer les concepts nouveaux apparus dans les différents secteurs de la vie socio-économique. Heureux de la tenue effective des travaux, les partenaires techniques et financiers expriment leurs attentes après adoption du rapport. Si la nouvelle PONADEC pourrait donc être adoptée avant les élections communales, elle servirait également d'orientation à la prochaine génération d'élus locaux. Deuxièmement, les PTF espèrent également que la nouvelle politique mettra en valeur les acquis et principes fondamentaux de la décentralisation, notamment la subsidiarité et la maîtrise d'ouvrage communal. Troisièmement, une fois la PONADEC adoptée, elle permettra également d'orienter la relecture du cadre juridique de la décentralisation. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, quant à lui, au nom du chef de l'État, a salué la qualité du travail abattu par le comité interministériel de pilotage. Vous avez pleinement joué votre partition et je vous en remercie. Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier également le ministre d'État chargé du plan et du développement et ses collaborateurs pour le rôle joué dans la conduite du processus. Les membres du comité technique d'appui au processus de relecture pour leur assiduité et leur dévouement. Le collège des experts mobilisés pour leur pertinente réflexion et leurs apports de très bonne facture. L'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'intérêt pour la thématique
décentralisation, déconcentration, aménagement du territoire au Bénin n'est plus à démontrer. Enfin, merci à vous tous dont la présence ici ce jour, malgré vos agendas de fin d'année très chargés, témoigne de votre intérêt pour le développement de notre pays. Au nom du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, de tout le gouvernement et à mon nom propre, au vu du constat d'une bonne exécution de la phase 2 du processus de relecture de la PONADEC, je déclare recevable les conclusions des travaux de Grand Popo et je vous exhorte à maintenir le cap pour la suite en vue d'une PONADEC relue, pratique, réaliste et en cohérence avec les orientations nationales de développement et le programme d'action du gouvernement. La phase 3 du processus de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC est annoncée pour les tout prochains jours. Le Conseil des ministres, vous le savez, s'est tenu ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises à cette réunion gouvernementale. Suivez ici le compte-rendu du ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Nous allons passer alors à un autre élément en attendant d'y revenir. Comme annoncé, les Bokono du comité HUEFA se sont réunis ce jeudi, HUEFA bien sûr, se sont réunis ce jeudi 5 décembre 2019 pour la consultation annuelle HUEFA 2020. La dite consultation s'est déroulée sous l'égide du roi Kefa Sabadjou Tabomé. Suivons ici un extrait de cette consultation recueilli par Igor Moutondi et Denis Maroya. Le principal signe que la consultation d'aujourd'hui a révélé, c'est tout là-bas. Sur les deux Koris, nous avons eu Ablamendi. Et sur les Adjiku, nous avons eu Tché Aklan. Ce qui révèle que la consultation est négative. Et cette négativité a poussé les prêtres du Fa, surtout le premier Bokono du Dahomey, c'est-à-dire le chef suprême des Bokono, son Altesse Dahotien Tissa, à chercher pourquoi cette négativité. Et cette recherche a révélé qu'il faut aller se confier aux divinités, à une divinité de notre pays. Et cette divinité n'est rien d'autre que le Agasu, le Toku Agasu, qui est le totem sacré, la divinité principale, ancestrale de nos aïeux. Il y a un peu de jeu béninoiserie. Les gens vont être contre les gens. Jean va dire, le pays là, moi je vais avancer le pays. Et Pierre va dire non. Pourquoi lui? Il ne faut pas faire la mesquinerie, jalousie, sans fondement. Non. Parce qu'il y a l'autre qui est aux affaires. Moi, je ne suis pas là. Et je vais détruire ce qu'il est en train de faire. Je vais détruire ce qu'il est en train de penser à faire. Le Fa a dit non, de ne pas chercher querelle pour son frère. Mais le chef aussi doit écouter ceux qui l'entourent. Le peuple et le bas peuple. Sinon, ça va chauffer. Comment? Le pays va souffrir parce que la chaleur va arriver. L'autre va souffrir parce qu'on va lui dire tout ce que tu es en train de faire est mauvais. Et psychologiquement, ça va agir sur lui. Le Fa a dit non. Dans tout là-bas. Tout là-bas, on parlait de Torosu. Mais on a cherché, c'est le chef de l'État même qui a un génie propre à lui, qui est Torosu, mais qui a dit que c'est lui qui va conduire l'année pour lui. C'est pas qu'il va aller faire Torosu. Le Torosu même a dit non, qu'il veut une petite messe, un Sahara, qu'on doit faire pour accompagner la volonté du chef de l'État, pour que le génie accompagne son père. Mais le fier dans sa fille, mais écrivez dans sa écrivez. Et à bien faire un tour. Donc, vous voyez beaucoup de gens pour d'accueillir.
Des propos donc recueillis en ce qui concerne le TRUEFA, les propos recueillis par Igor Igontonji, Denis Maroya et Chimène Claudia Dossou. Nous revenons sur le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi, je le disais tantôt, sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivons ici le compte rendu du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Au titre des communications, mise en œuvre du plan tarifaire sur l'électricité en République du Bénin. Le programme du Bénin pour le Millennium Challenge et compte, conclu en 2015, prévoit l'accompagnement du Bénin pour opérer des réformes dans le sous-secteur de l'électricité. Celle-ci vise en particulier l'amélioration de la gouvernance de la société de distribution en vue d'accroître ses performances, notamment par la mise en place des politiques, outils et méthodes appropriés. Les différentes études menées dans ce cadre depuis plusieurs mois déjà ont abouti à la nécessité d'une réforme tarifaire pour garantir l'équilibre financier de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, afin de lui permettre de fournir à ses clients de l'énergie de qualité et de façon continue. À cet effet, la SB2E s'est engagée à mettre en œuvre un plan tarifaire qui se traduit par le maintien du statu quo en 2018-2019, une augmentation de 5% à opérer en 2020 d'une part et une autre de 10% en 2021 d'autre part. Le gouvernement, en approuvant ce nouveau plan tarifaire, a décidé de mettre en place une subvention au profit des populations pour les préserver de cette augmentation en payant pour elles la différence de prix découlant de la mise en œuvre du dit plan et en attendant la mise en place d'une politique de subvention différenciée qui cible effectivement les personnes concernées. Dans le même temps, la SB2E devra œuvrer à la réduction de ses pertes techniques et commerciales afin de parvenir à terme à la disponibilité de l'énergie de qualité et à bon prix. Par ailleurs, les consultations engagées par l'autorité de régulation de l'électricité auprès des populations ont abouti à des recommandations destinées à sauvegarder les intérêts des consommateurs. Ainsi, comme mesure sociale d'appoint, la société procédera à la réduction du coût des branchements des différentes catégories au profit des abonnés. Elle doit également, tout en assurant l'amélioration de la qualité de ses services, maintenir sans changement le tarif de la première tranche domestique, soit les 20 premiers kilowatts. Réviser à la baisse les devis d'extension établis au profit des consommateurs. Réduire de moitié le coût de cession de matériel aux clients, soit 15% de majoration contre 30% actuellement. Ramener le prix facturé de ces prestations pour la réalisation des travaux au profit des clients à 20% du montant des matériels cédés contre 35% actuellement pratiqués. Procéder à une baisse substantielle de ces tarifs forfaitaires de branchement. Accorder une facilité de paiement aux consommateurs ayant souscrit à un branchement dont l'intensité ne dépasse pas 5 ampères. Ainsi, ceux-ci auront la possibilité de verser 25% du montant en paiement initial et d'étaler le reste sur 12 mensualités maximum. Le ministre de l'Énergie veillera particulièrement à la bonne application de ces mesures afin que les intérêts des consommateurs soient protégés au mieux. Au titre des mesures individuelles, M. Jacques Roland Amadou est nommé directeur de l'administration et des finances du ministère du Plan et du Développement sur proposition du ministre d'État. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à vous, Mori Agua. Au point où vous m'avez mis un chat dans la gorge. Ah, bon, c'est moi, c'est moi encore. Oui, encore et toujours, c'est vous. Alors à présent, légère pause pub et on revient pour la revue des titres.
Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de la une des journaux. Nous allons démarrer par La Nation. La Nation qui titre aujourd'hui « Remise de lettres de créance ». Remise de lettres de créance au chef de l'État, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités. Et puis, à la une du quotidien La Nation, l'on peut lire également presse et digitalisation, application mobile, La Nation Bénin, désormais en ligne. On va passer à la une de notre journal. Ce soir, cette fois-ci, le matin. Le matin affiche en manchette, après le vote de nouvelles lois électorales, silence. Après le vote de nouvelles lois électorales, silence inquiétant des partis politiques. Silence inquiétant des partis politiques. Bradage des intrants et du coton graine, la Fédération des coopératives lance une croissance. Nous allons passer à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal en manchette aujourd'hui parle de la promotion de la femme dans la nouvelle constitution. La promotion de la femme dans la nouvelle constitution, l'ambassadrice du Canada salue les progrès du Bénin. Loi de finances 2020, l'examen en plénière le 19 décembre. L'événement précis, à présent, accréditation de 4 nouveaux ambassadeurs. L'ambassadrice du Canada salue le dynamisme du président Talon. Prix des Oscars du Bénin édition 2019, l'événement précis, sacré Oscar de la communication. C'est ce qu'on va retenir comme titre à la une de l'événement précis, alors que Dynamisme Info s'affiche et nous informe sur le bilan politique 2019 pour d'heureuses perspectives en 2020. Encore 3 semaines pour Talon, Yahi et Ajavon pour passer d'éponge sur les rivalités en leur sein. Titre aujourd'hui Dynamisme Info. Et puis à la une du journal, on peut lire interpellation du gouvernement sur des questions d'actualité. Ça commence enfin. La 8e législature se met timidement dans ses prérogatives. À la une de Dabarou. Dabarou, c'est un quotidien d'information du Septentrion, retour du compte dans les cellules familiales, l'ultime recours pour la restauration des valeurs morales. Titre aujourd'hui le journal Dabarou. IFA et Lou Bénin, les révélations du FA pour l'année 2020. Le journal en parle et nous passons à la une d'un autre quotidien à présent, c'est Express Matin. Express Matin affiche en sa manchette de ce vendredi électricité pour tous et à moindre coût. Le gouvernement décaisse 16 milliards pour soulager les consommateurs. En diplomatie, le journal affiche ça, Talon reçoit 4 nouveaux ambassadeurs accrédités. À la une du quotidien Matin Libre, port autonome de Cotonou, près de 500 conteneurs de marchandises abandonnés. Près de 500 de conteneurs, près de 500 conteneurs de marchandises abandonnés. C'est Matin Libre qui affiche et parle de port autonome de Cotonou, douane béninoise, la baisse des recettes, une évidence. À la une du quotidien Émergence Info. Émergence Info, remise des lettres de créance, le journal en parle de 4 nouveaux ambassadeurs, le diplomate. La diplomatie béninoise se montre offensive.
la diplomatie béninoise se montre offensive. Cinquantenaire du quotidien national d'information à la une du quotidien Émergence Info. Le ministre Alain Orunla lance l'application La Nation Bénin. Et puis le Télégramme affiche l'information et parle de la fermeture des frontières nigérianes. Les députés interrogent le ministre Agbenonsi. Aurélien Agbenonsi a rassuré les parlementaires. Examen des budgets sectoriels au Parlement à la une du quotidien Le Télégramme. Modeste Kérékou défend un budget évalué à plus de 16 milliards de francs CFA, plus de 27 milliards 950 pour redynamiser la diplomatie. À la une du Béninois Libéré, le quotidien Le Béninois Libéré, quand c'est beau et bien fait, ce sont les grandes démocraties qui apprécient. Le Canada salue la révision de la Constitution du Bénin, titre aujourd'hui le Béninois Libéré. Voilà qui valide de nouveau, à la suite de la CEDEAO, notre Parlement. Sécurité en Afrique, Bio Tchani, dans la même dynamique que son patron, titre aujourd'hui le Béninois Libéré. Et puis, reçu en audience hier à la préfecture de Parakou, les cadres de la Poste saluent le leadership de Maman Cissé. C'est ce que titre aujourd'hui le Béninois Libéré. Nous passons à la une du quotidien La Croix. À présent, La Croix, à sa une de ce vendredi, 24e journée des personnes handicapées au Bénin, lever les barrières à l'inclusion sociale, titre aujourd'hui La Croix. Nous passons à la une du quotidien Notre Époque. Notre Époque, titre adoption d'un nouveau plan tarifaire sur l'électricité et mise en place d'une subvention au profit des populations. Le prix des prestations réduit de 30% à 20% par la SBEE. À la une du quotidien L'Audace Info, de sources bien introduites, des jours sombres s'annoncent pour Abdoulaye Bio Tchani, titre le journal. L'honorable Rodrigue Kakaï-Grellet démissionne du bloc républicain, titre l'Audace Info de ce vendredi. Et puis le leader du jour, validation des livrables de la phase 2 du processus de relecture de la PONADEC vers la redynamisation du processus de décentralisation et de déconcentration au Bénin. La une du quotidien L'Actualité parle de l'augmentation du prix du kilowattheure à compter de 2020. Comment le gouvernement Talon veut amortir la charge. Plus de précisions dans les colonnes du journal qui parle également de la non-conformité, de la qualité des services, les mises en garde de l'ARCEP Bénin aux opérateurs GSM. Le meilleur, pour finir, la une des journaux, Natacha Kofi. Nous parlons à la une du quotidien Le Meilleur, inauguration d'infrastructures sanitaires dans la commune de Comé. Jules Agbokou et des partenaires italiens dotent le village de Gadomé d'un dispensaire avec équipement. Important de le savoir. Et puis SB2E, SBEE, électricité pour tous au Bénin, le gouvernement Talon subventionne à hauteur de 16 milliards la consommation des populations. Madame, Monsieur, ce fut pour nous un plaisir de vous présenter la revue des titres de ce vendredi. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Maury Yagua, et j'en profite pour faire un clin d'œil à Monsieur Guy Papo, s'il nous écoute ou nous regarde en ce moment. Eh bien, Maury Yagua, sacré Maury Yagua. Je ne sais pas, depuis lundi, j'aime bien dire sacré Maury Yagua. Nous allons... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être sacré? Vous l'êtes. Je suis le tofa. Quand very good pour vous veut dire ce que ça veut dire, ça mérite un sacré. Allez, à présent, poursuivre, chers amis, et on revient juste pour vous. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie.
jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Alors, vendredi, tout est permis. Et qu'est-ce qui est permis par ici? Absolument tout. Absolument tout. Mais tout de chez tout. Alors, bonjour Testani Gondéon. Bonjour Natacha Kofi. Bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs du côté de Diaspora FM. Vous allez bien ce matin? Super bien. Vous sablez le champagne? Pas encore, c'est l'une de vos habitudes que vous avez perdues entre-temps et que j'espère vous retrouverez incessamment. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oui, c'est ça, ça me rappelle de très bons moments. Et c'est pour ça d'ailleurs que je lui faisais un clin d'œil tout à l'heure à Monsieur Paco. Mais bon, allez, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, j'essayais de l'annoncer hier, on va parler de la climatisation et de notre santé. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou est-ce qu'il faut avoir le climatiseur à la maison, au bureau, dans la voiture, dans la douche, ne pas le nettoyer, à la cuisine, y mettre du matériel de mauvaise qualité? Ça dépend, ça dépend. Toutes les questions techniques ne seront pas abordées dans le juste pour vous. Mais je m'en arrête là? Si vous ne vous en arrêtez pas là, je vais vous laisser poursuivre la rubrique. Ok, bon, d'accord, allez-y. Parce que là, je serai convaincue que vous avez toutes les informations pour nous. En plus, vous voyez, cette image, elle parle bien. Oui, elle parle toute seule. Voilà, c'est bien ce que... Vous voyez ce truc transparent, là? Bon, chers amis du côté de Diaspora FM, vous ne voyez probablement pas, mais c'est vrai, c'est de l'air, là, qui sort de la climatisation, bon, du climatiseur. Et il me fait penser à... Tout ça me fait penser à quelque chose de spécifique. Quoi, par exemple? Quand c'est poussiéreux, c'est la poussière qui sort à la place exactement. C'est bien possible. Quand il y a du gaz de mauvaise qualité à l'intérieur, c'est ça qui sort c'est bien possible. C'est bien possible. Et du coup, ça empoisonne la vie de toutes les personnes qui se trouvent dans les environs. Ça, je ne saurais le dire, mais je pourrais vous dire tout de même que vous pouvez vous-même faire attention à votre santé. D'accord. Et également faire attention, surtout quand vous vous retrouvez dans un environnement où vous êtes exposé à la climatisation, qui, oui, reste moderne. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui dans notre monde. Enfin, on estime qu'avoir la climatisation ou le climatiseur à la maison, au bureau, je sais pas, dans tous les lieux que nous visitons, c'est ça. Voilà, c'est ça même qui prouve que nous sommes, une personne nantie. C'est ça. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir le climatiseur à la maison, mais si vous l'avez, c'est que vous êtes parmi les nantis, vous êtes d'un rang social, enfin, chapeau. Vous savez comment on le fait, ça? Non, on fait comment? Je suis de la haute. De la haute classe, en plus. Mais le climatiseur, sinon la climatisation, en général, a un peu provoqué quelques désagréments qui, la plupart du temps, sont mineurs, c'est rien de grave. Mais tout ceci peut évoluer vers des cas de problèmes de santé assez graves. Alors, c'est bien pour ça que ce matin, nous avons jugé opportun de vous parler des quelques précautions que vous pouvez prendre dans l'utilisation ou dans votre relation avec la climatisation, puisqu'aujourd'hui, on est pratiquement exposé tout le temps à la maison, enfin, pour ceux qui l'ont à la maison, moi pas, j'espère que vous non plus. Bon, j'ai dit j'espère comme si c'était ça la meilleure chose à faire. Au bureau, assurément, dans tous les bureaux aujourd'hui, on a le climatiseur, donc qu'est-ce que vous bon, ça dépend de quel bureau il s'agit. Voilà. Ça dépend. Et surtout en cette forte période de chaleur, nous avons tendance à faire quoi? À mettre
mettre le Je vous climatiseur à promets fond. que je pensais, parce que vous savez, dans les appartements, il y a, bon, dans certains appartements, il y a toujours cet espace qu'ils réservent à la climatisation Oui, avec tous oui. les branchements et tout. Exactement. Je pensais, vu la chaleur de ces derniers temps, à en installer un. Carrément. Mais je sens que là, vous allez me dissuader. Non, je m'en vais pas vous dissuader, je m'en vais pas vous dissuader parce que oui, en période de forte chaleur comme celle que nous sommes en train de traverser, en espérant que l'harmattan nous vienne incessamment, nous avons tous tendance à nous réfugier dans un endroit climatisé, ventilé, mais ventilateur et climatiseur, le choix est vite fait. On préfère la climatisation. Mais les précautions d'usage, quand elles ne sont pas respectées, vous amènent, sinon vous met face à tous les désagréments, comme je le disais. Le petit, Mais non, voilà le premier, un qui nettoie au moins, le là-haut. premier point, Natacha. D'accord, oui, le premier point. C'est bien en lien avec le choc thermique. On en parlait hier lorsqu'on parlait de l'intoxication alimentaire. Ouais. Je vous faisais on faisait le point par rapport aux aliments qu'on sortait du réfrigérateur ou du congélateur, qu'on gardait dans une autre température et qu'on remettait ensuite. C'est pas bon et c'est pareil pour notre santé. Quand vous avez un peu d'air frais, tout simplement, on est dans la climatisation, là, ça va, c'est léger. Mais il y a certaines personnes, quand vous entrez dans leur bureau, vous êtes convaincus d'être au pôle Nord, parce que c'est tellement frais. Donc, la première précaution qu'il est important pour vous de prendre, c'est de vous assurer de ne pas avoir un grand gap, je vais dire, entre la température à l'extérieur et à l'intérieur de la salle dans laquelle vous vous retrouvez. Et pourtant, quand c'est pas assez frais, vous comprenez pas qu'il y a une différence de classe. Non, c'est pas bon pour votre santé. Notre corps aussi est exposé au choc thermique. Donc, à l'heure actuelle, on est pratiquement autour de 28 degrés Celsius, 30 degrés Celsius à l'extérieur. Et quand on entre dans votre bureau, c'est 18 degrés Celsius. Quand même, vous aussi, quoi. C'est quand même... C'est la Russie. C'est la... Non. J'ai un prénom russe, mais c'est pas pour autant, quoi. Donc, c'est pas pour Limite, autant. il neige, quoi, dans votre bureau ou dans votre chambre. Et c'est grave, c'est pas bon pour votre santé parce que l'organisme est particulièrement sensible aux grandes variations de température, surtout quand elles sont supérieures à 10 degrés Celsius. Vous pouvez vous retrouver, et peut-être que vous n'avez encore jamais connu ça, je vous le souhaite pas, mais le choc thermique peut provoquer une perte de connaissance. Et dans les cas les plus graves, il y a même des arrêts respiratoires qui peuvent être provoqués par ce que l'on appelle le choc thermique. Donc l'idéal pour vous, c'est vraiment de vous assurer que la différence de température soit en dessous de 10 degrés Celsius. On n'est pas à une chaleur de 30 degrés à l'extérieur et dans votre bureau, vous êtes à 18 degrés ou à 16 degrés parce que, enfin, il faut que ça soit frais. Et en plus, quand on le met comme ça, c'est pas qu'on essaie de supporter, on met une grande veste. Mais pourquoi tu as mis la climatisation après? Non, mais j'aime bien sentir l'air circuler à travers mes vêtements. C'est ça. Mais il faut faire attention. Alors, vous devez particulièrement veiller au réglage de la température de la climatisation. La différence de température entre la pièce climatisée et l'extérieur ne doit pas excéder les 8 degrés Celsius. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tout le temps, mais on peut quand même garder la climatisation à un niveau léger pour pas que ce soit, enfin, 16 degrés. Il faut vraiment être vous pour supporter, quoi, pour ceux qui le font. Et vous pouvez en parler, par exemple... Un clin d'œil à notre chef, notre responsable commercial par ici. En tout cas, c'est vous qui le dites, moi je dis rien du tout. Et vous pouvez même, surtout que c'est dans nos lieux, c'est sur nos lieux de travail qu'on est beaucoup plus exposé. On peut s'entendre entre collègues, par exemple, et on se dit, bon voilà, essayons de garder le niveau de climatisation à tel degré. On s'entend, parce alors qu'après... si n'en tenait qu'à moi, on n'allume jamais la climatisation. Non, écoutez, parce que j'ai mon éventail dans mon sac. Il faut qu'on entretienne notre niveau social quand même. Du coup, on le monte à combien ou on le descend à combien? Non. À 16, vous voulez bien? Non, en tout cas, moi, je resterai pas dans 16 degrés. Ça rafraîchira votre peau. En plus, allez, je rigole. Ça vous sèche la peau plus loin. Rigole. Et l'autre chose, quand vous êtes en voiture, par exemple, vous avez un pull, une écharpe, mais quelque chose quand même
même pour vous couvrir, parce qu'il est important. Enfin, vous êtes exposé, la plupart du temps, on n'a pas des vêtements qui nous couvrent jusqu'au niveau de la poitrine et on est exposé. Cela vous évitera d'avoir froid et de ressentir brutalement les écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, une petite écharpe ou un pull au vert, c'est important quand on est exposé à ces différences de température. Au travail, c'est important pour les responsables, les personnes qui sont responsables du personnel de faire également attention à ces choses parce que comme je le disais, entre collègues on peut s'entendre mais ça peut ne pas passer. Donc au plus haut niveau, c'est bien par exemple de faire attention. C'est vrai qu'on n'a pas encore un système du travail assez bien... assez pointu. Voilà, sinon même la santé au travail est très importante et il faut faire attention à tous ces petits détails pour nous assurer que nos employés sont en bonne santé. Mais comme ce n'est pas encore le cas, on continue Mais ce n'est pas encore le cas, on est sur notre petit vélo et on fait aller. On continue de subir. Quels sont donc les autres mots liés à la climatisation? Le choc thermique, on en a déjà parlé. Il y a que la climatisation est réputée pour vous faire éternuer et même couler du nez. Atchoum. Elle vient d'éternuer comme ça. Elle peut être à l'origine de désagréments comme des champignons, parce qu'on ne le sait pas, mais la climatisation, comme vous l'avez dit Natacha, autant l'air passe, et on a vu l'image tout à l'heure, autant il y a de petites choses qui peuvent être transmises à travers la poussière et toutes les bactéries qui restent dans les... qui peuvent passer à travers tous les tuyaux de climatisation. C'est important de le dire, hein, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui actuellement souffrent d'infections des voies respiratoires, par exemple, et toutes ces maladies bizarres qui apparaissent du jour au lendemain. Vous vous dites, mais en réalité, ça a couvé peut-être sur quelques mois, 6, voire 1 an, par exemple. Oui. Et on vous diagnostique cela sans même que vous ne compreniez grande chose à ce qui se passe. Et vous, quand vous faites des traitements, en fait, vous suivez les traitements, vous prenez les médicaments, mais étant donné que vous êtes toujours dans le même environnement qui n'a pas changé, c'est dire que vous ne prenez pas soin de votre climatisation ou il y a le choc thermique dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, la maladie continue, vous continuez il y a même un nom pour ce que vous êtes en train de dire. On l'appelle le syndrome de bâtiment malsain. Et comment je pense que ça, il faudra le tirer sur un format A6. Vous n'êtes pas sérieuse. Le syndrome de bâtiment malsain, je crois que c'est ce dont vous avez commencé à parler. C'est un ensemble de symptômes qui peuvent être respiratoires, oculaires, cutanés, sensoriels et qui disparaissent dès que vous n'êtes plus dans un environnement spécifique. C'est dire que c'est cet environnement-là qui vous expose et qui vous rend malade. Donc, vous faites bien de le dire alors. La plupart du temps, ça arrive sur le lieu de travail. Pour les cas les plus récurrents, ça arrive sur le lieu de travail. Donc, quand vous avez un médecin de travail ou que vous avez une équipe chargée de la ressource humaine qui est assez pointilleuse sur ces détails, voilà, vous pouvez vous rapprocher de ces responsables-là ou de votre médecin de travail, par exemple, et lui en faire cas. Et ce qu'il y a lieu de faire, la plupart du temps... C'est de sortir du bâtiment malsain? Non, c'est de régler la question de nettoyer la climatisation. C'est très important parce que ce sont de grands vecteurs de transmission de bactéries, les climatiseurs. Tout y passe parce que ils sont raccordés l'un à l'autre. Enfin, on a vu tout à l'heure les grosses machines. Vous êtes sûr qu'on a au Bénin des gens qui nettoient véritablement? Oui, il y a des structures spécialisées qui commercialisent les climatiseurs et qui les nettoient, qui ont des services de nettoyage aussi. Moi, j'en ai déjà vu. Non, pas n'importe qui se lève pour nettoyer par exemple. Non, normalement, pas n'importe qui. Parce qu'il faut ouvrir. Vous voyez, par exemple, je suis tombée sur cette image qui m'a particulièrement choquée. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est plein de poussière. Voilà, plein de poussière. Et vous voyez, tout ça sont des vecteurs de bactéries. On ne sait pas, il y a la rouille et ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses qui peuvent être... être vous rendez malade et vous tuez au quotidien. Tuer au quotidien. Non, mais c'est ça, en fait, vous savez. Non, parce qu'en fait... Non, de façon sérieuse. Oui, très sérieuse. Quand on a un problème, une infection des voies respiratoires, par exemple, cela peut, le médecin l'a dit d'ailleurs, je crois, cela peut vous entraîner petitement vers une crise d'asthme. Mais c'est vraiment inconscient. Et des crises d'asthme, on le sait très bien, qu'il y en a pas mal qui en meurent.
Ce qui est donc important et que je voudrais rapidement préciser avant de conclure, c'est combien il est important d'entretenir votre système de climatisation. C'est très important. Vous voulez bien répéter cette phrase? Vous avez entendu la phrase ou pas? Non, je n'ai pas entendu. D'accord, je poursuis tout de même, je vais y revenir. En voilà un autre, je veux dire. Nettoyer, entretenir le système de climatisation. Ah oui, carrément. Oui, il y a des produits spécifiques, des personnes qui ont carrément été formées pour ça. Ils savent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils nettoient et ainsi de suite. Ils peuvent démonter, nettoyer tous les coins et recoins et après remonter et tout va bien. Donc, c'est entre autres ce qu'il faut faire. Mais, chers amis employés et tous ceux qui sont en contact de climatiseurs et tout ça. On sait comment ça se passe. Et en plus, ne venez pas dire que Teslanik a dit que c'est le climatiseur qui est à la base de tous les problèmes de santé que vous avez. J'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il est important d'entretenir le système de climatisation si vous ne voulez pas être malade. Après, ce n'est pas à Teslanik de le dire. Hein. Pour les employeurs également, de ne pas causer des maladies. Parce que vos employés n'ont pas forcément ces maladies avant de venir à vous. Mais dès qu'ils sont dans ce milieu-là qui ne favorise pas une meilleure santé, ils sont exposés à tous ces maux qui peuvent partir des cas les plus bénins et évoluer vers des cas plus graves. Donc, c'est important d'entretenir. Et il n'y a pas, pour éviter les petits et les gros bobos, il faut entretenir la machine, tout simplement, on va dire. Maintenir régulièrement et attentivement les installations, les filtres et autres, les conditions d'une climatisation et autres détails, voilà, de l'entretien sont les conditions d'une climatisation saine. Donc, je conclurai en disant que la climatisation est bonne, c'est une joie de la modernité aujourd'hui, c'est important de l'avoir dans notre milieu de vie, mais quand elle n'est pas saine, elle nous expose à tout type de maladies. Et ce n'est pas que pour la climatisation dans les bâtiments, même dans votre voiture, puisque vous avez le climatiseur aussi, vous devez nettoyer et entretenir le système de climatisation. Voilà. Très bien. Alors après, si vous vous plaisez à dire que c'est la climatisation de votre lieu de travail ou de votre bâtiment qui vous rend malade, spécifiquement votre lieu de travail, je dirais que c'est pas à vous de le dire. Teslanik Moudayon ne l'a jamais dit, ne le dira jamais, parce que c'est le médecin, en fait, qui après consultation vous dit clairement que tel ou tel mal dont vous souffrez en ce moment est dû à telle ou telle situation. C'est aussi simple que ça. On ne se lève pas vous dire, voilà, je ne suis pas venu au boulot ce matin parce que votre clim me rend malade. Faites-vous diagnostiquer si vous avez des problèmes spécifiques et aux médecins de comprendre, parce que de question en question, il sait exactement quelle est la source du mal, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais on ne se lève pas et on dit, j'ai tout le temps la grippe parce que... Votre climatisation. La climatisation, non. Ça se passe pas comme ça. C'est trop facile là-haut. Allez, merci. Voilà, merci Natacha. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Ces belles informations ce matin. C'est vrai que pour la plupart, nous aimons bien être dans le froid. En tout cas, on aime bien se retrouver dans un milieu quelque peu tempéré. Mais ce n'est pas toujours bon pour la santé, surtout quand on ne prend pas soin des dits climatiseurs. Alors, merci une fois de plus à vous pour ces belles informations. Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face sur Matin d'Éden de ce vendredi. Nous recevons pour vous Montesquieu Rouy. Il est activiste à Changement Social, juriste de formation. Il est sur ce plateau pour opiner sur le respect des droits humains, au Bénin. Montesquieu Rouy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 10 décembre prochain, la communauté internationale va célébrer la Journée mondiale des droits de l'homme. Nous avons voulu planter le décor en vous invitant sur Face à Face pour parler donc des droits humains. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que les droits humains? Y a-t-il une différence entre droits humains et droits de l'homme? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez afin d'intervenir sur la question.
En fait, quand nous prenons droits de l'homme, droits humains, disons que c'est une question de terminologie. Sinon que le fond, ça revient au même. Les droits de l'homme, droits humains, disons, pour faire simple, hein, c'est un ensemble de prérogatives qui sont reconnues au sujet de droits, qui sont inhérents à la personne humaine. Du coup, quand vous naissez avec vos droits. Voilà un peu. C'est pour ça qu'on dit que ces droits-là sont inhérents à la personne humaine. Voilà. Alors, ailleurs, par exemple au Canada, on ne parle pas des droits humains. Oui, au Canada, par exemple, on parle de droits de la personne humaine. Droits de la personne. Mais en fait, au fond, le contenu demeure le même. Que ce qu'il s'agisse de droits de l'homme, droits humains, droits de la personne humaine. Au départ, on parlait de droits de l'homme. Mais vous voyez, dans la prononciation, on entend le mot homme. Tout à fait. Et le mot homme, ça renvoie au sexe masculin. Du coup, avec les mouvements féministes, il y a eu leur activisme qui a provoqué, disons, un changement de terminologie. Et on parle désormais de droits humains, qui est encore un peu plus englobant. D'accord. Donc, voilà comment on en est arrivé aux droits humains. Alors, dites-nous, quel est l'état des lieux au Bénin en ce qui concerne le respect des droits humains? L'état des lieux au Bénin en ce qui concerne le respect des droits humains, vous savez, en 2017, précisément le 10 novembre, notre pays était en examen devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est un mécanisme de l'ONU où, pour le simple fait que vous êtes membre de l'ONU, vous êtes examiné par ce mécanisme-là sur tous les droits humains. Du coup, le Bénin était à son 3e passage en 2017, le 10 novembre, devant ce mécanisme onusien-là. Et au terme de cet examen-là, notamment le 18 mars 2018, nous avons pu enregistrer 191 recommandations acceptées par notre État. Sur les 198 formulées au total, il y a eu 198 recommandations qui sont formulées au total, mais notre pays a accepté 191 recommandations et en a rejeté 7. Donc, nous avons à mettre en œuvre ces recommandations-là durant la période 2017 à 2021. Et en 2022, il y aura un autre examen par ce même mécanisme-là qui sera question d'évaluer la mise en œuvre de ces recommandations-là durant la période concernée par nos autorités étatiques. Alors, et qui sont ceux-là qui font le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations? Est-ce que ces recommandations sont en train d'être mises en œuvre? Qui sont ceux qui veillent à sa mise en œuvre? En fait, sur cette question, il faut dégager 2 volets. Oui. Il y a la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre. D'accord. C'est l'État qui a reçu les recommandations. Donc, c'est à nos autorités de mettre en œuvre les recommandations. Maintenant, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes censés faire le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Je rappelle que vous êtes de l'ONG Changement Social Bénin. Effectivement. Et donc, vous êtes ici pour parler des droits humains. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les droits humains sont formellement respectés au Bénin? Avant d'en venir là, par rapport à votre question précédente, je disais qu'il y a les ONG qui font le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Mais nous avons adopté une pratique au Bénin qui est de conjuguer les efforts afin de mutualiser les éléments pour pouvoir mieux faire le suivi. Du coup, nous avons créé un groupe de travail des organisations de la société civile qui agit pour faire le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Ce groupe de travail est composé de 6 à 7 organisations comme ça. Et nous nous préparons, bien entendu, à faire un rapport, peut-être à mi-parcours, de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations-là, qu'on aura peut-être, disons, à soumettre d'ici l'année prochaine. C'est ça. Voilà, donc il y a un groupe de travail des organisations de la société civile qui travaillent sur la question du suivi de la mise en œuvre des recommandations en question. Alors dites-nous, en ce qui concerne les droits humains au Bénin, parlons-en. Oui, les droits humains au Bénin... Est-ce que les droits humains ont été éprouvés au Bénin? Oui, c'est une question qui est encore d'actualité. Quand on convoque l'histoire récente de notre pays avec les législatives du 28 avril 2019. Et tout ce processus, quand on analyse, nous avons pu observer qu'il y a quand même de l'épreuve pour les droits humains durant tout ce processus. À quel moment les droits humains, on peut dire que les droits humains ont été violés?
Comme je le disais tantôt, c'est durant tout le processus, que ce soit dans la période préélectorale, dans la période électorale, que dans la période post-électorale. Et au nombre des droits humains et des libertés fondamentales qu'on peut enregistrer, il y a bien entendu le droit à la vie, il y a la liberté d'expression, de manifestation, de réunion pacifique, il y a également le libre accès à Internet. Tout ça a été remis en cause, justement, ce qui a conduit le Changement social Bénin à produire un rapport sur les droits humains à l'épreuve des législatives du 28 avril 2019, qui a voulu vraiment faire un travail holistique en quittant la période préélectorale, passant par la période électorale, pour chuter sur la période post-électorale et, in fine, justement, a annexé à ce rapport-là les recommandations tant de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la CEDEAO, que du Comité contre la torture de l'ONU sur ce processus électoral entaché de quelques violations des droits humains. Et ces recommandations, en quelques points, qu'est-ce qu'on peut en dire? Par exemple, quand vous prenez le Comité des Nations Unies contre la torture, qui tenait sa 66e session en mai 2019, où le Bénin était examiné, bien entendu, il y avait une recommandation prioritaire qui a été formulée à l'État béninois sur la question, justement, où il était demandé à ce que l'État puisse véritablement faire les enquêtes nécessaires pour identifier les auteurs des dites violences, des dites actions, violations des droits humains, puis également de renforcer la formation des agents de maintien de l'ordre sur les principes de base et les lignes directrices des Nations Unies sur le recours à la force. C'est ça. Et si vous prenez également la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ils sont également allés dans le même sens, de même que la CEDEAO, avec l'appel tant au gouvernement qu'aux autres parties prenantes. Alors, et donc, dans ce livre, dans ce rapport, vous avez exploré quelques points. Ce rapport qui n'est pas vendu, mais qui est distribué gratuitement pour ceux qui veulent prendre connaissance, ceux qui veulent en prendre connaissance. Dites-nous, quels sont les points que vous avez eu à mentionner dans ce rapport? Comme je le rappelais tantôt, ce rapport a traité en fait de façon holistique de la période préélectorale, électorale et post-électorale, avec une analyse basée sur les principes élémentaires en termes de participation au processus électoral, participation à la libre administration des affaires publiques. Voilà, en gros, ce sont les éléments qu'on a abordés, mais également droit à la vie, liberté d'expression, liberté de manifestation pacifique. En gros, vous avez parlé de l'intégrité physique et mentale. Pourquoi l'intégrité mentale? Non, nous n'avons pas abordé la question de l'intégrité mentale, mais plutôt de l'intégrité physique. Oui, parce que, bon, quand vous parlez de l'intégrité mentale, c'est beaucoup plus les souffrances morales. C'est beaucoup plus les souffrances morales parce que, vous voyez, il y a un climat qui a été instauré où même avec les cas d'arrestation, ça infère en fait une souffrance morale aux personnes avec une psychose en question. Dites-nous, M. Montesquieu Rouy, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au Bénin pour que chaque Béninois puisse connaître ses droits? Est-ce que le Béninois connaît d'abord ses droits? Ça, c'est l'éternelle question que nous nous posons. En fait, quand vous prenez notre constitution... C'est le rôle des organisations de la société civile, par exemple. Quand vous parlez de changement... Oui. Changement social bénin, oui. Le mot est tout dans le nom de votre ONG. Je crois qu'il faut qu'on fasse une distinction. Vous savez, quand nous parlons des droits humains, l'État a fondamentalement 4 obligations. Il y a l'obligation de respecter, l'obligation de protéger, l'obligation de mettre en œuvre et l'obligation de promouvoir. Et votre question, justement, a beaucoup plus trait à l'obligation de promouvoir. Maintenant, les ONG ou organisations de la société civile accompagnent l'État dans la promotion des droits humains. Mais le rôle premier, ça revient à l'État. Mais les ONG l'accompagnent pour cela. Maintenant, quand vous prenez notre constitution du 11 décembre 1990, en son article 40, il est bien dit que l'État a le devoir de diffuser et de rendre accessible tant la constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Bénin est parti, à les insérer
dans les curricula de formation, tant au primaire, au secondaire que dans le supérieur, à les insérer également au niveau de la formation professionnelle, tant des agents des forces armées que de la sécurité publique. Et mieux, c'est aller également à parler de diffusion par tout moyen de communication et même par voie de presse. Donc cet article est vraiment holistique en termes de promotion des droits humains. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que quand vous prenez la formation qui est dispensée au primaire, au secondaire, au supérieur, est-ce qu'on a ces éléments là-dedans? That is the question. C'est là où on en est en fait. On se rend compte que cet article n'est pas vraiment mis en œuvre comme il le faut dans notre pays depuis 1990 qu'on a adopté cette constitution-là. Alors dites-nous, est-ce que il y a des manifestations qui sont prévues pour le 10 décembre à l'occasion de cette journée internationale des droits humains? En fait, depuis l'année dernière, Changement social Bénin a pris une initiative, celle d'organiser, en prélude de la célébration de la journée des droits de l'homme, une quinzaine où il s'agit de 15 jours d'activisme en faveur des principes et valeurs portés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Du coup, cette année, le 26 novembre passé, nous avons lancé la quinzaine, justement, avec le lancement de notre rapport en question. D'accord. Donc, durant cette période-là, il y aura question de discuter, de rendre accessible le rapport aux gens, mais également de faire parler des principes et valeurs portés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette quinzaine va chuter le 10 décembre par l'organisation d'une conférence débat à la chaire UNESCO pour célébrer cette journée-là, en fait. Voilà, nous sommes déjà au terme de cette discussion, de cet échange sur Face à Face. Montessieu Rouy, vous êtes activiste à Changement social Bénin, vous êtes juriste de formation. Nous vous avons reçu pour parler des questions des droits humains. Est-ce que vous avez un mot de fin en quelques secondes? Le mot de fin, c'est simplement appeler nos autorités à respecter les recommandations tant de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, du Comité contre la torture que de la CEDEAO, afin que tout ce que nous avons pu constater durant tout le processus électoral passé ne puisse plus revenir au pays. On peut dire plus jamais ça dans notre pays, le Bénin. Il faut que notre pays puisse redorer son blason de pays modèle en termes de démocratie. Montessieu Rouy, merci. Nous allons vous inviter encore pour parler des droits humains dans ce studio. Merci d'être venu. Madame, Messieurs, vous avez suivi Face à Face qui a opiné aujourd'hui sur les questions des droits humains en ce qui concerne le Bénin. Nous avons reçu pour vous Montessieu Rouy. Il est activiste à Changement social Bénin. Il est juriste de formation. Une fois encore, merci d'être venu. C'est moi. Nous laissons donc le plateau aux soins de Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis. Oui, allô? Moi, c'est Afounan. Vous êtes sur Défi de midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appel le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV. Eh bien, chers amis, après le face-à-face qui était fort intéressant, à présent, nous allons poser une question à notre invité. C'est une surprise que nous ne manquons jamais de faire à nos invités par ici, surtout quand nous nous retrouvons à un jour comme lundi ou vendredi. Oui. Donc, dites-nous, chers amis, quel est votre rêve pour le Bénin? Merci pour la question. C'est vraiment une question surprise. Mon rêve pour le Bénin, ça va être très simple. C'est d'œuvrer
pour un Bénin où les conditions sont créées en vue de satisfaire à tous les droits humains sans distinction aucune. Intéressant, très intéressant. Alors en ce moment, qu'est-ce que vous faites pour que ce rêve devienne réalité? Pour que ce rêve devienne réalité, nous ne ménageons aucun effort en termes d'activisme pour l'effectivité des droits humains au Bénin. Et nous... Quand vous dites nous, vous parlez pour qui? Pour l'ONG. Moi, je parle de vous en tant que Béninois. En tant que Béninois. Oui, déjà que je travaille pour l'ONG, c'est aussi en tant que Béninois que je travaille. Du coup, je ne ménage aucun effort, je dirais, à amener d'autres jeunes à être activistes comme moi. Et la surprise encore, c'est que le 10 décembre prochain, le thème de la célébration de la Journée des droits de l'homme, c'est « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». Ce qui appelle à ce que les jeunes s'engagent davantage à défendre les droits humains au Bénin, à ce que nous ayons vraiment une effectivité des droits humains au Bénin. Très bien. Merci à vous. On va vous laisser partir à présent. On vous souhaite surtout de passer une excellente journée. Et surtout, merci également d'avoir partagé avec nous votre rêve pour le Bénin. Certainement que nombreux en prennent graine désormais. Mori Agua, nous allons à présent parler du chiffre du jour. Tout à fait. Pour parler du chiffre du jour, nous vous raccompagnons, chers amis. Et non, ne partez pas, on est gentil par ici, on va vous raccompagner avec ce qu'il faut et revenir pour le chiffre du jour. Et bien voilà, chers amis, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le chiffre 5. Vous vous en doutez bien, on n'aurait pas pu laisser passer cela. Il s'agit de 5% d'augmentation des frais d'électricité à partir de 2020. Nous en parlons maintenant et tout de suite. Et pour en débattre avec moi, Tessami Gondéon, merci d'être là. Toujours un plaisir, Natacha, et heureuse de vous retrouver. Merci également à vous, Mori Agua, la tête dans les papiers déjà, à préparer toutes les répliques qu'il faut pour mes questions et mes pics. Allez, à présent, Mori Agua, 5% quand même d'augmentation de frais d'électricité, quand on sait que déjà aujourd'hui, nous nous plaignons pas mal de ces 10 frais d'électricité. Savoir maintenant qu'en plus, à partir de 2020, il y aura 5% d'augmentation, ça fait quelque peu peur. Effectivement, vous êtes mise dans la peau de Béninois lambda pour pouvoir poser cette question. Je voudrais rappeler que le coût d'électricité a été augmenté depuis il y a 10 ans. Et donc, depuis 10 ans, on n'a pas connu l'augmentation du coût de l'électricité. Et aujourd'hui, il s'est fait que l'électricité devient de plus en plus chère à l'État. Comme vous le savez, tout ce qui est... Il faut entretenir le matériel électrique, il faut beaucoup d'autres choses, acheter le matériel, changer tout ce qui est vétus et tout. Et donc, le coût de l'investissement que fait l'État ne peut pas rester figé, puisque aujourd'hui, si vous avez payé, par exemple, un matériel à 100 000 il y a 10 ans, ce n'est pas sûr que ce matériel coûte encore 100 000 aujourd'hui. Comme on le dit, on a l'habitude de le dire de façon vulgaire, le monde devient cher. La vie coûte cher plutôt, je voulais dire. Et donc, c'est après maintes réflexions que le gouvernement a décidé d'augmenter de façon progressive le coût de l'électricité. En 2020, vous l'avez dit, 5%. En l'année qui va suivre, peut-être de 10%. Et donc, le coût de l'électricité ne se fait pas par le gouvernement. Il y a une association de régulation de ces associations ou organisations qui régule l'électricité. Et donc, c'est ce groupe-là qui a fait des études, qui a analysé l'opportunité d'augmenter ou non
Et donc, ils ont proposé au gouvernement l'augmentation et dans quelle forme il faut le faire, et d'où le gouvernement a accepté et donc l'a annoncé au Conseil des ministres. Mais de l'autre côté, le gouvernement, en même temps, en le faisant, est allé au secours des populations, c'est-à-dire est allé à la rescousse, comme on le dit. Et cette rescousse-là, vous savez ce que coûte aujourd'hui la demande, ce qu'on y met comme coût pour avoir l'électricité. C'est excessivement cher, encore plus cher quand vous êtes dans une zone où vous n'aviez pas encore l'électricité. Un seul poteau, pour acheter un seul poteau, ce que vous investissez, c'est beaucoup d'argent. Et donc, il y a des gens qui ont mis des millions pour juste avoir l'électricité chez eux, juste parce qu'ils sont les premiers à installer l'électricité chez eux. Le plus important d'abord, c'est de l'avoir, et le reste, c'est de pouvoir payer les factures. Et donc, le gouvernement a subventionné, le ministre l'a dit à travers son compte rendu au Conseil des ministres, le gouvernement a subventionné désormais le coût de l'électricité. Le coût, c'est-à-dire que la demande, lorsque vous faites la demande, ce que ça va vous coûter aujourd'hui sera revu à la baisse. Ce fut le cas aussi pour l'eau, où pour avoir l'eau chez soi, on payait plus d'une centaine de mille, 105 000 si je ne me trompe, et depuis plusieurs années, le gouvernement a subventionné et les populations ont commencé par payer 50 000. Avec 50 000, vous pouvez avoir de l'eau chez vous et on sait ce que ça a apporté. Beaucoup de gens ont pu avoir de l'eau potable chez eux. Donc ce sera le cas pour l'électricité. Ceux qui ont déjà beaucoup dépensé, bon, ça va, c'est du passé. Mais désormais, pour pouvoir avoir l'électricité chez soi, les coûts faramineux qu'on dépensait seront subventionnés par le gouvernement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Moi, comme on l'a dit, vous l'avez dit ici, hein, si c'est bon, on va le dire, si ce n'est pas bon, nous allons le dire. On se met dans la peau du consommateur lambda. Lorsqu'on dit que l'électricité va connaître une augmentation, ce qui est sûr, ça choque. La première réaction, ça fait peur, on craint. Ça fait peur parce que déjà on se dit qu'est-ce que j'ai et je aujourd'hui consomme, déjà on a du mal à joindre les deux bouts. Tout à fait, qu'est-ce que j'ai chez moi et je paie si tant. Et si on va encore augmenter le coût de l'électricité, le gouvernement fait beaucoup de choses, mais ne veut pas en parler avant d'atteindre les résultats. Et moi, j'ai essayé de fouiller un peu pour voir un peu ce qui se fait. On se demande, on n'en a pas parlé ici, Natacha Kofi et Teslani Gondéon, nous avons le soleil chez nous. Et pourquoi consommons-nous l'énergie électrique? Pourquoi dépendons-nous encore des barrages? Pourquoi ne nous intéressons-nous pas à l'énergie solaire? Le gouvernement dans l'ombre fait des choses inimaginables pour permettre aux populations davantage de bénéficier du soleil, de l'énergie solaire. Parce que l'électricité coûte de plus en plus cher comme charge pour le gouvernement. Et vous voyez, il y a plein de trucs qu'on achète, d'accord, qu'on utilise chez nous, qu'on utilise dans les entreprises, qui pompent l'énergie électrique. Au point où aujourd'hui, l'énergie électrique, on en a besoin davantage parce qu'il y a l'accroissement de la population. D'accord? Et ce qui a fait que le besoin augmente. Si on doit avoir des industries, il nous faut une quantité suffisante d'électricité. Ça arrange le gouvernement que de faire la promotion du solaire, que les populations s'y intéressent pour pouvoir libérer un peu de charge électrique pour nous permettre d'aller à l'industrialisation. Et donc, à partir de 2020 également, peut-être ça sera dit au Conseil des ministres, je ne sais pas si j'en parle, le coût de tout ce qui concerne le solaire, il y a les batteries qui coûtent très cher, il y a les plaques. Et solaires qui coûtent également cher. Le gouvernement est en train de faire un travail énorme pour que tout cela, que ce soit batterie, plaques solaires, soit moins cher, accessible à tout le monde, pour que déjà nous puissions mettre une partie de nos installations en utilisant le solaire et le reste, on va se débrouiller si on ne veut pas tout mettre sur le solaire. En ce moment-là, si le gouvernement augmente le coût de l'électricité, ça va forcément, on ne va pas trop ressentir le poids que ça ne va pas trop peser sur les ménages. Donc c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien. Vous le savez, parfois le gouvernement même
est obligé à le dos au mur pour pouvoir régler certains problèmes. Donc, c'est la mesure prise. Mais il faut saluer déjà qu'ils aient trouvé une autre façon de subventionner les choses pour que la demande de l'électricité, ce que ça nous coûte, soit revue à la baisse. Est-ce que cela sous-entend, très rapidement, Moriagua, avant que je n'en vienne à vous, Tessani Ngoundéon, est-ce que cela sous-entend que ce ne sera que la demande qui sera subventionnée? Oui, le ministre... Parce que quand on parle de subvention, le Béninois lambda, il se dit cela implique également mes factures à chaque fin de mois. Non, c'est pas évident. Ils l'ont dit clairement en Conseil des ministres. C'est la demande qui est subventionnée. Je n'ai entendu dire que ce que nous allons consommer sera subventionné. Mais c'est plutôt aujourd'hui, quand on effectue tout ce qui nous coûte, le fait d'amener l'électricité chez nous, tout ce que ça nous coûte, poteau électrique, courant, fil électrique, ça qui sera subventionné. Sera subventionné. Et donc, les gens vont voir que ces coûts-là ont été revus sérieusement à la baisse. Très bien. Alors, Tessani Ngoundéon, il serait bien que l'on ait votre son de cloche par rapport à ces 5% d'augmentation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt le développement de Moriagua tout à l'heure. Et je pense qu'il a fait une belle chute de sa présentation. Cela interpelle la responsabilité de chaque acteur et même du consommateur que nous sommes aujourd'hui. L'électricité va augmenter de coût, ça deviendra un peu plus cher, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour une certaine économie, pour mieux gérer l'usage ou l'utilisation que nous faisons de l'énergie électrique? C'est réel. Le besoin d'augmenter le coût de l'électricité est réel à cause de tout ce que cela implique, l'entretien, l'achat d'intrants et tout ce qui va avec. C'est tout à fait normal. On va crier, on va se plaindre de ce qu'on ne tienne pas compte du panier de la ménagère pour pouvoir procéder à tous ces réaménagements-là. Mais c'est réel. Et nous sommes tous l'État. Nous avons tous une part active dans ce que sera le Bénin dans son ensemble, l'image que nous voulons transmettre et tout. Et je pense au jour d'aujourd'hui qu'on peut nous-mêmes travailler sur l'utilisation que nous faisons de l'énergie électrique et mieux aller vers les énergies renouvelables que nous n'exploitons pas assez. Nous sommes dans une zone tropicale, nous sommes un pays très exposé au soleil et c'est nous qui nous plaignons de la chaleur qui peut devenir une source d'énergie ou qui est même une source d'énergie pour nous. Et il y a beaucoup de foyers, sinon de familles, qui profitent déjà de l'opportunité que représente l'énergie solaire. Mais puisque nous sommes encore à l'ère de l'énergie électrique et chez nous, c'est la base, c'est ce que tout le monde veut avoir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un peu plus conscient dans l'utilisation que nous en faisons? Au jour d'aujourd'hui, je pense que la chose est améliorée, mais il y a encore beaucoup d'entreprises quand vous passez autour de 21h, 22h, où il y a normalement tout le monde, il n'y a plus grand monde dans l'entreprise. Vous remarquez quand même que dans le hall, par exemple, le climatiseur est toujours allumé parce que on a oublié de l'éteindre. Vous remarquez que les lampes sont toujours allumées. Ou je ne sais pas s'il y a un ordinateur, on a oublié d'éteindre l'ordinateur et il passe en veille et l'onduleur aussi reste allumé toute la nuit et ainsi de suite. C'est autant de petites choses qui n'ont l'air de rien du tout mais qui peuvent nous permettre d'économiser et qui nous permettront sur le long terme, vu qu'on va vers une augmentation, de mieux gérer les coûts que nous investissons dans l'électricité. Mais je souhaiterais quand même abonder dans le même sens que Moriagua, parlant des énergies renouvelables, puisque nous sommes dans une dynamique de développement durable aujourd'hui. Cela fait appel à tous les acteurs du développement durable, mais également des énergies, puisque ces deux départements ministériels là sont départagés. Il y a tellement d'intrants, je vais dire, liés à l'environnement qui nous ramènent au cœur des énergies renouvelables.
Du coup, je pense que, c'est peut-être déjà le cas, qu'il y a une synergie d'action entre le ministère de l'Énergie, par exemple, et le ministère du cadre de vie et du développement durable. Je crois bien que c'est leur dénomination. Une synergie d'action peut nous amener à des dispositifs qui nous mettent plus au cœur des énergies renouvelables que de tout autre, que de l'énergie électrique, par exemple. Parce que nous ne fournissons pas nous-mêmes l'énergie électrique. C'est là le gros problème. Ça nous vient d'ailleurs. Nous allons nous en procurer ailleurs. Et le coût que nous y mettons nous revient plus cher et cela nous met face à l'obligation d'investir toujours un peu plus pour répondre aux besoins de la population, ce qui est tout à fait normal. Besoin grandissant, oui, grandissant. Aujourd'hui, on a également le gazoduc, mais il n'est pas encore totalement fonctionnel. C'est une partie qui a été mise en service. Il y a une autre partie de ce gazoduc-là, Maria-Gleta, qui est censée amoindrir le coût ou bien la charge que nous sommes obligés de prendre ailleurs, mais ce n'est pas encore effectif. C'est également beaucoup d'investissements à faire pour atteindre pour que le gazoduc puisse être exploité à plein temps et à pleine énergie, à pleine puissance, je vais dire. Et comme ce n'est pas encore le cas, Maury a semblé avoir quelques informations liées à ce qui se fera dans le sens des énergies renouvelables. J'espère que ce sera le cas parce que nous y gagnerons. Nous y gagnerons. Je connais beaucoup de familles qui utilisent l'énergie solaire, par exemple. Je me rappelle encore, il y a un an, un de mes professeurs à l'université qui disait, moi, je crois qu'il a installé sur 1 à 2 hectares dans une zone un peu reculée de Calavi. Et il a mis, sa zone enfin, les 2 hectares sur lesquels il est installé, il a sa petite maison et également il fait de l'exploitation de l'élevage, de l'agriculture et tout. Tout ça se fait sur base d'énergie solaire. Il m'a dit, j'ai pris le risque d'investir. J'ai investi beaucoup de millions pour avoir l'énergie qui puisse me permettre de gérer tout cet espace. Mais je sais que c'est sur le long terme, c'est à vie. À part ce que j'investirai dans l'entretien après, je n'ai plus rien à craindre. Et si on peut réfléchir dans ce sens, dans le sens du on ne paye plus petitement, mais on investit sur le long terme pour rentabiliser, je pense que ça peut nous aider également. Très bien. Et travailler également à une meilleure gestion de ce que nous utilisons aujourd'hui, parlant d'énergie électrique, puisque nous y sommes encore, on peut y travailler. On peut y travailler. Je voudrais ajouter une petite chose. Oui, je voudrais rapidement. aussi nous appeler à la prise de conscience de la gestion de l'énergie domestique. Parce qu'un enfant sort de la chambre, laisse la lumière allumée toute la journée, on ne le sait pas. Il y a des lampes aujourd'hui LED. Et des LED qui vous permettent de diminuer votre consommation. Ce n'est pas parce que l'ampoule elle est suffisamment grosse qu'elle éclaire mieux et qu'elle est efficace. Il y a des ampoules qui peuvent mieux éclairer, qui n'ont que 4 watts ou 3 watts, qui ne sont que de 3 volts ou 4 volts et qui diminuent suffisamment votre consommation. Il faut aller vers ces mesures-là pour pouvoir diminuer la consommation domestique pour ne pas trop se plaindre face à cette situation. Très bien, merci à vous deux, chers amis. Nous allons simplement parler à présent ThinkCloud. Chers amis, vous le savez désormais, ThinkCloud, c'est la plateforme qui vous est offerte. Nous avons besoin de connaître vos différentes opinions et pour ce faire, il faut composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. Et aujourd'hui, de quoi est-ce que nous parlerons? Eh bien, vous le saurez juste après ceci. Ben voilà, nous sommes de retour. Tessani Goudayon, vous voulez bien nous rappeler le numéro à composer, s'il vous plaît? Oui, c'est le 69 32 03 03, 69 32 03 03 pour nos amis qui nous suivent du côté de Diaspora FM ou même d'Eden TV et qui ont envie de participer au débat du jour. Faites-le, vos avis nous intéressent. C'est ça. Alors, de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? C'est tout simple, chers amis. Comment participez-vous à l'épanouissement de votre partenaire? C'est la question du jour. Comment participez-vous à l'épanouissement de votre partenaire? Et nous allons commencer par vous, Tessanik Goudayon, par vous, parce qu'en fait, moi, je suis la plus jeune. Vous êtes la plus comment? La plus jeune. Laissez l'expérience parler. Alors, comment participez-vous, vous, en tant que femme, à l'épanouissement de votre partenaire? Laissez l'expérience parler, Natacha.
Nous avons un ami en ligne. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Ah là là, il est parti. Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, baisser le volume de vos postes récepteurs ou carrément vous éloigner des postes récepteurs quand vous nous appelez. Cela nous permet de pouvoir vous entendre et donc vous répondre. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, Moudéon. Au jour d'aujourd'hui, hein, je pense que... Si vous voulez, oui. je vous retourne, je reformule la question pour vous permettre de bien répondre. Elle a compris. Elle a Comment devrait-on participer à l'épanouissement de son partenaire? Comment devrait-on? Elle a parfaitement compris. Pas comment devrait-on pour pouvoir en venir à comment est-ce qu'on devrait. Il faudrait déjà savoir ce qui se fait. N'est-ce pas? Je sais, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est vrai, quand on parle de ce qu'on fait véritablement. Ça a d'ailleurs toujours été mon approche. Parler de ce que je sais, c'est beaucoup plus efficace pour moi. Est-ce que nous avons un ami au bout du fil? Non, pas encore. Très bien. Oui. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, je pense que je reste dans une dynamique de complémentarité et de collaboration active parce que nous sommes deux personnes différentes. Je parle de la vie de couple en général. Nous sommes deux personnes totalement différentes avec différentes projections, différents objectifs de vie, différents projets qui nous rencontrons. Différentes éducations. Voilà, et qui nous rencontrons et qui décidons de commencer à marcher ensemble dans une même direction. Oui. Et dès cet instant, je pense que tout change, tous les paramètres changent parce que c'est désormais vos objectifs qui deviennent comme eux et vous devez avancer ensemble, vos projets de vie qui se mettent ensemble et vous devez y aller. Et c'est un peu compliqué quand même de pouvoir tout faire dans le sens de l'épanouissement de l'autre. Mais ce que je pense peut être fait et qui plus ou moins est mis en application à mon niveau, j'en viens. Je le fais, sinon j'essaie de le mettre en application parce que je pense que c'est ce qui pourrait se faire. C'est déjà de comprendre quels sont les projets réels et sinon la vision même de la personne avec qui vous vous retrouvez et de surtout l'intégrer et voir dans quelle mesure. Je le dis comme ça, pas comme si c'était ce que je faisais, mais c'est quand même, c'est évidemment ce que je fais, mais je le présente dans un aspect général pour qu'on puisse tous s'y retrouver. Prendre connaissance des projets, des projections, des objectifs de la personne avec laquelle je me retrouve et également les intégrer, voir dans quelle mesure... Bonjour cher ami et merci de vous présenter. Ça siffle. Est-ce que vous pouvez Est-ce qu'il est là, notre ami? Le volume de votre poste récepteur. Il faudrait déjà qu'il soit là pour ça. Désolé, cher ami, hein, on n'arrive pas du tout à vous entendre. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Oui, c'est ça. Je le répète une fois de plus. Quand vous nous appelez, chers amis, veuillez vous éloigner de vos postes récepteurs afin de nous permettre de vous entendre et donc de vous répondre. Merci. Oui, Tessani. Donc, je disais comprendre et les intégrer, voir dans quelle mesure il y aurait des points de rencontre de vos différents objectifs et surtout se soutenir. C'est très important. Même quand on décide de prendre, et c'est pas toujours évident, chacun a son chemin qu'il prend, donc c'est pas évident de se retrouver sur une même voie où on n'est pas tous épanouis par la même chose. C'est pas possible. Donc, comprendre et soutenir l'autre dans sa démarche et dans sa dynamique de vie. C'est très important parce que nous faisons chemin ensemble. Il est important de sentir la présence de l'autre à nos côtés et pas contre nous. C'est important. Votre partenaire à vous, qu'est-ce qu'il fait pour vous accompagner au quotidien de votre épanouissement? Je pense que cela reste, il reste l'une des personnes qui croit fortement en moi et c'est le début de toute chose. J'ai toujours été dans un environnement de vie où tout le monde ne croyait pas forcément en vos potentialités, tout le monde n'était pas convaincu que vous puissiez arriver à faire telle ou telle autre chose, mais j'ai quand même eu 2-3 personnes depuis mon enfant jusqu'à ce que je ne grandisse qui ont toujours cru en mes capacités ou en mes capacités d'atteindre tel ou tel autre objectif. Et ça a été aussi, donc c'est une grâce que de rencontrer quelqu'un qui est dans cette même dynamique et qui vous rappelle combien vous êtes plein de potentialités et vous êtes capable d'atteindre tous les objectifs que vous voulez dès l'instant où vous le souhaitez. Du coup, je crois que par sa simple présence et son rappel au quotidien, son soutien au quotidien, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, cela reste ce qui me booste et qui me réjouit de l'avoir à mes côtés. Sinon, il me servirait à quoi finalement? C'est bon.
C'est bon là-haut. Oh. Non, mais vous posez bon, la question, bon, oh. je réponds et je chute. C'est quoi cette chute là? Je chute. Mori Agua, qu'est-ce que ma réponse serait sans un peu de délire? C'est très important pour moi de toujours chuter avec des délires. C'est ma touche personnelle. Alors, Mori Agua, l'homme expérimenté du plateau, ce jour, il dit non. Alors dites-nous, votre partenaire à vous, Mori, qu'est-ce qu'elle fait pour participer à votre épanouissement? Comment est-ce qu'elle participe à votre épanouissement? Moi, je préfère dire ce que je fais. Ah non, je vous ai posé une question, vous répondez d'abord à cette question. Du style, elle ne fait rien pour participer à votre épanouissement. Je vous ai posé une question, répondez d'abord à la question. Il s'est préparé en fait à répondre à cette question-là, je l'ai vu. Non, pas du tout. Mori Agua, je peux répondre à toutes sortes de questions. Que fait votre partenaire pour participer à votre épanouissement? Pour m'aider à m'épanouir, par exemple. Non, pas vous. Il faut répondre à toutes sortes de questions. Non, pas vous. Alors dites-nous, Mori Agua, votre partenaire, Mori. Comment est-ce qu'elle participe à votre épanouissement? Mon partenaire à mon épanouissement. Ça demande réflexion. Moi, oui, ça demande réflexion parce que ça demande réflexion parce que ce qu'elle fait pour mon épanouissement, c'est à elle de le dire ici. Non. Moi, je peux vous dire ce que je fais pour son épanouissement. En réalité, je peux vous expliquer une chose, Mori Agua. D'abord, est-ce que je suis épanoui? La question part de là. Mori, réorientons. Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis épanoui? C'est ce qu'il faut me demander d'abord. Lorsque vous vous retrouvez avec il y avait une première question qu'il fallait me poser. Est-ce que je suis épanoui? Lorsque vous vous retrouvez avec un partenaire, en fait, quand il vous accompagne, vous le ressentez. La personne même a du mal à vous dire comment véritablement elle arrive à participer à votre épanouissement, mais vous qui le ressentez... C'était pour vous taquiner. Oui, pour que les gens comprennent. Vous qui le ressentez, en fait, vous êtes à même de dire aux gens ou à votre partenaire, quand tu fais telle chose telle chose spécifiquement, cela m'aide véritablement à m'épanouir. Un peu comme elle, tout à l'heure, elle disait... Non, je vous taquinais, je veux répondre à la question. Je sais, je leur explique pour que vous puissiez répondre, parce que quand ils vont appeler, je vais leur dire pareil. Un peu comme vous, Tessaling Roudéon, tout à l'heure, vous le disiez, qu'il vous booste énormément. Il n'a peut-être pas forcément conscience du fait que vous boostez, vous aide et participe à votre épanouissement, mais parce que vous le ressentez comme ça, vous l'expliquez, il comprend et ça l'aide quelque part à continuer dans ce sens et donc vous accompagner davantage à vous élever. On en reparle tout à l'heure parce que c'est un point très important dont je voulais parler. Mais avant, dites-nous finalement. Je suis très épanoui. Comment est-ce que... Je commence par répondre, pas dire que je suis très épanoui. Il ne peut plus supporter. Pourquoi? Parce que ma partenaire, c'est ma partenaire. C'est ça, non? Vous pouvez dire mon partenaire aussi. On découvrira votre côté gay pendant qu'on y est. Ma partenaire, c'est ça, non? Ma partenaire. Donc, comment est-ce qu'elle participe à votre épanouissement? Ma partenaire me fait confiance d'abord. D'accord. Le fait, quel que soit ce que je fais, elle prend le risque de vous faire confiance. Elle prend le risque de me faire confiance. Très bien. Et juste le fait de savoir qu'elle me fait confiance m'épanouit beaucoup. Et aussi, je constate qu'elle croit en moi. Elle croit en ce que je fais. Elle croit en mes potentialités. Et ça me booste. Elle constitue pour moi... C'est moi ou ça sort du plagiat, là? Allez, je vous taquine. Non, c'est vrai, c'est pas du plagiat. Je suis sincère. En fait, il a cherché ses mots pendant 5 minutes. Et partant de « je ne suis pas épanoui ». Non, et finalement, il a atterri. Il était important qu'il se rassure qu'il était épanoui. C'est très important, n'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Alors, Mori, on est tout de suite. L'autre chose est que mon partenaire est mon miroir. Ma partenaire est mon miroir. Excusez-moi. Auriez-vous des tendances comme mon partenaire? Non? Pas du tout. Pour toi, là, c'est comment même? Donc, je disais... Oui, vous disiez, bon, on oublie cette question finalement. Dites-nous plutôt comment vous participez à son épanouissement. Oh, voilà. Quoique votre partenaire serait là et vous écouterait, qu'elle dirait, ah bon, tu fais ça? Allez, dites-nous. Non, vous savez, déjà, la première des choses, c'est la confiance. Donc, vous lui faites confiance? Oui. Je lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Je lui fais confiance. Et cela rassure la femme, de façon générale. C'est vrai. Qu'elle sache
que son homme lui fait confiance. C'est vrai, je suis d'accord. Et cela aussi l'encourage à rester sur la bonne voie et d'être déterminé dans l'atteinte de ses objectifs. Absolument. En dehors de la confiance, vous faites quoi pour son épanouissement? En dehors de la confiance pour son épanouissement, je pense quand même que ce n'est pas seulement moral. Pour son épanouissement, il faut trouver les financiers. Oui. Il faut trouver les moyens de sortir de temps en temps des quatre murs et d'aller se récréer quelque part, même si c'est une fois par semaine ou pour ceux qui n'ont pas du tout les moyens, une fois le mois. C'est important. Vous ceux qui n'ont pas du tout les moyens, comme une fois là. Même si c'est une fois là, et si c'est pour s'asseoir à la plage ensemble à deux. Non, si c'est une fois l'an, c'est pour aller à Dubaï quand même. Oh, comme là, ça on sait que voilà. Là, c'est Dubaï qui viendra nous trouver ici. Allez, chers amis, vous inquiétez pas, hein, vous êtes nombreux à avoir essayé de nous joindre en vain aujourd'hui. Eh ben, le sujet va revenir lundi prochain et nous pourrons peut-être mieux en débattre si vous arrivez à nous joindre sans problème d'ici là. En attendant, chers amis, je m'en voudrais de vous dire au revoir avant d'aborder un point très important de la question. De quoi il s'agit? Il s'agit de ces hommes-là qui arrivent à véritablement accompagner leurs femmes. C'est le lieu de leur rendre hommage. Rends-moi hommage. Non. Est-ce qu'on a vu? Il faudra que madame témoigne. Elle est la seule à pouvoir... rendez-moi hommage. Je suis le seul homme sur ce plateau. Alors, il faut rendre hommage à ces hommes-là qui accompagnent leurs femmes dans leur épanouissement. Je ne parle pas de finances. Hein. Il ne s'agit pas de finances ici. Il s'agit plutôt de ces hommes qui vous disent « je crois en vous », de ces hommes qui cherchent à connaître vos objectifs de vie, vos projets, qui vous accompagnent quotidiennement, je veux dire. Je veux même dire que c'est un accompagnement de chaque instant. Ou oui. Ça lui tient tellement à cœur que je suis choquée. Alors donc, c'est le lieu de dire merci à ces hommes-là qui arrivent à élever leurs femmes. On a pour habitude de dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais quand je prends cet exemple-là de ces hommes qui accompagnent véritablement leur conjointe, c'est plutôt derrière une grande femme se cache un homme magnifique. Parce que vous savez, une femme a beau avoir tout le potentiel du monde, quand elle n'a pas confiance en elle, et en général, on n'a pas confiance en nous, mais quand il y a quelqu'un à côté, surtout notre partenaire, pour nous tenir par la main et nous aider à aller haut, nous aider à gravir les échelons, parce que quel que soit le pouvoir que possède une femme, à un moment donné de sa vie, elle se remet en question. À un moment donné de sa vie, elle s'inquiète, elle se demande, est-ce que je fais bien ceci? Est-ce que je fais bien cela? Ne suis-je pas en train de mal agir? Mais quand il y a cet homme-là, qui est toujours là, quelle que soit la situation, pour la rassurer et lui dire, continue, tu es sur la bonne lancée. Bravo, je suis fière de toi. Tu as atteint cet objectif. C'est génial, je t'aime encore plus. Tous ces petits détails qui, au quotidien, nous boostent et nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est génial. Il y a des hommes comme ça sur cette terre. Il y a des hommes comme ça au Bénin. Hein, et on serait vraiment pas gentil de conclure cette émission sans leur faire un clin d'œil. On en reparlera lundi. On parlera des lézards, je veux dire. Avec le comportement de cafard. Qui prennent pas soin de... Il y a ceux qui se soucient pas de les épanouir. Donner de l'argent à leurs femmes. Et aux autres qui pensent que ce n'est que sexuellement que ça se passe. Bon, bref, on parlera de tout ça lundi. Alors que c'est un tout. En attendant, c'est un tout, c'est très important. Il n'y a rien sans ça, il n'y a rien sans l'autre, enfin, c'est un mélange. Alors, en attendant, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez surtout soin de vous, maintenez la bonne humeur, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment. Dites-vous que vous êtes une personne très importante, que vous êtes tellement importante non seulement à ce monde, mais à chacun de vos proches, et que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes certainement pas une erreur, vous êtes au bon endroit, vous faites ce qui doit être fait en ce moment même, et la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Passez un excellent week-end, on vous aime très fort, et on se retrouve lundi prochain, ne l'oubliez pas, 7h, 9h, c'est exactement ça, hein? Prenez le rendez-vous. Merci à vous Tessani, merci à vous Moriagua, on vous aime très 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 fort, et Dieu vous aime encore plus. Allez, bye bye.